Merci de m'inviter à votre réunion. Votre équipe m'a demandé de rappeler en 10 minutes les grandes lignes de conception et de production des anticorps monoclonaux. L'utilisation des anticorps est omniprésente et très ancienne en médecine humaine autant que vétérinaire. Il faut rappeler cependant que les premiers essais thérapeutiques d'anticorps monoclonaux ont souvent été décevants, du fait de nombreux échecs parce que la cible antigénique et le mécanisme d'action étaient erronés, ou du fait d'un nombre important de non-répondeurs et d'effets adverses. C'est seulement grâce à des progrès récents en immunotechnologie qu'on a mieux pris en compte la complexité structurale des anticorps, qu'on a pu franchir les problèmes de barrière d'espèces, et cela a apporté une réelle révolution des pratiques d'immunothérapie et de nombreuses perspectives. Il y a maintenant plus d'une centaine d'anticorps monoclonaux utilisés en médecine humaine, principalement en cancérologie et dans les maladies inflammatoires sévères. En ce qui concerne les animaux domestiques, le Lokivetmab est utilisé contre la dermatite atopique canine depuis 2017 et plusieurs anticorps monoclonaux anticancéreux sont en cours de développement. Nous allons parler aujourd'hui des anticorps anti-NGF. Sans entrer trop de détails, voici un rappel préalable sur la structure d'un anticorps, en l'occurrence de classe IgG. La présentation n'abordera pas les autres classes. Il s'agit de très grosses molécules, plus de 1000 acides aminés, organisées en 4 chaînes qui sont chacune formées de sous-unités fonctionnelles appelées des domaines. C'est donc une structure bien plus complexe que l'habituel schéma en Y. Chaque chaîne résulte d'un système de recombinaison génétique complexe qui est effectué au cours de la création du lymphocyte B. Ce processus assemble en fait plusieurs gènes. Par exemple, la chaîne dite lourde va comporter à la fois un gène C qui code pour la partie dite constante et qui détermine la classe de l'anticorps, et 3 gènes V, D et J qui forment ensemble la partie dite variable. La génération de nouveaux lymphocytes respecte un processus clonal. Chaque clone va subir indépendamment une recombinaison aléatoire en utilisant un seul parmi un grand nombre d'allèles V, d'allèles D et d'allèles J qui existent les uns à la suite des autres dans le génome précurseur. À partir de ces 3 variants choisis, sélectionnés, cela formera le paratope. En revanche, le lymphocyte garde l'ensemble des gènes C, ce qui permet de construire des anticorps de différentes classes, IgG s'il s'agit d'un C-gamma par exemple, et ceci selon son état de différenciation au cours des différents temps de la réponse anticorps. Au-delà de cet exemple standard, rappelons qu'il existe de nombreuses variantes structurales correspondant aux allèles des gènes C, IgG, IgM, IgA, IgE et IgD. En ce qui concerne la chaîne dite légère, il y a là 2 types, kappa et lambda. Attention que d'une espèce à l'autre, il y a des différences importantes dans ces gènes CDG, C, D, V et J, d'où le terme général d'isotype, plutôt que de classe, pour nommer ces variations de la partie constante. On aura des variations physico-chimiques, mais aussi des variations dans les fonctions, à la fois donc intra- et interespèces. Donc, il y a d'une part les parties variables aux extrémités propres à chaque clone qui forment les 2 paratopes fixant l'antigène, et cette fixation va dépendre d'une complémentarité stérique et électrique au niveau d'une très petite zone, en fait, seulement quelques acides aminés, c'est ce qu'on appelle l'épitope, sur l'antigène. Et d'autre part, vous avez la région constante appelée FC, qui n'est pas si constante que ça, puisqu'elle change d'une classe à l'autre, mais qui va porter les fonctions communes à l'ensemble des anticorps d'une même classe. Sur ce FC, on trouve différents sites qui conditionnent des propriétés des fonctions, par exemple une glycosylation plus ou moins élevée
qui sera importante pour la stabilité et le métabolisme de l'anticorps. On trouve aussi des sites de fixation à d'autres acteurs de l'immunité, comme le facteur 1 du complément et les récepteurs RFC. À noter que ces sites sont plus ou moins exposés selon qu'il s'agit d'un anticorps libre ou d'un anticorps qui a fixé l'antigène, ce qui est important pour la dynamique d'effet. Donc ces sites pour le complément et pour la fixation aux cellules sont particulièrement impliqués dans l'inflammation, les activités cytolytiques et les nombreuses autres fonctions qu'ont les cellules immunocompétentes une fois qu'elles ont été dirigées contre la cible désignée par les anticorps. Donc l'ensemble des mécanismes de recombinaison génétique crée chaque jour des milliers de clones lymphocytaires rassemblés dans ce qu'on appelle le répertoire lymphocytaire. Il est important de comprendre que ce répertoire est hautement variable d'un individu à l'autre et qu'il évolue chez cet individu dans le temps. En effet, il va dépendre d'abord de ce qui a été produit au hasard des recombinaisons de chaque clone dans les organes lymphoïdes et ensuite de ce qui est entretenu au fil des stimulations par l'antigène, ce qui occasionne des phases de prolifération des lymphocytes spécifiques répondeurs et des phases de stockage en mémoire. À noter qu'il y a aussi des réactions croisées avec des antigènes apparentés qui peuvent entretenir la réponse lymphocytaire. Donc, la réponse normale vis-à-vis d'un antigène est polyclonale, c'est-à-dire que de nombreux lymphocytes vont en fait reconnaître l'antigène, soit qu'ils reconnaissent des épitopes différents, soit qu'ils reconnaissent le même épitope, mais avec des spécificités différentes. Donc la résultante, cette réponse polyclonale, a une fixation forte sur de nombreuses régions de l'antigène, ce qui va avoir non seulement l'effet de bloquer l'antigène dans des complexes qui seront éliminés, mais aussi de cibler sa reconnaissance par les cellules effectrices et parfois aussi de neutraliser. Donc la neutralisation de l'antigène consiste à inhiber ses fonctions propres, par exemple sa fixation à un récepteur ou son activité enzymatique. L'image à gauche vous montre l'exemple classique de l'hémagglutinine du virus influenza qui présente 5 épitopes majeurs, mais seule la fixation aux épitopes A et B est neutralisante en bloquant la fixation aux acides sialiques sur la cellule cible. Donc, dans le cas du NGF, certains des anticorps, mais pas tous, peuvent bloquer leur fixation aux récepteurs TRKA et P75NTR. L'illustration vous montre une modélisation informatique de la fixation du NGF par le paratope de l'anticorps tanezumab qui bloque les sites oranges impliqués dans l'action du NGF sur ces récepteurs. Du fait de plusieurs mécanismes de régulation, la réponse immune est faible vis-à-vis des constituants de l'organisme. Moins de 2% des lymphocytes circulants sont autoréactifs et ceci normalement sans conséquence. Au contraire, cette autoréactivité est considérée comme un élément régulateur, comme le montre l'utilisation thérapeutique de poules d'immunoglobuline normale qui a un effet anti-inflammatoire. C'est ainsi que la présence d'anticorps anti-NGF à des taux faibles a été observée dans ces poules d'immunoglobulines sans qu'on puisse démontrer s'ils ont un rôle particulier dans la régulation du taux de NGF circulant. En revanche, une élévation de la production de NGF dans les tissus est constatée dans de nombreuses maladies inflammatoires ou neuropathies, y compris des maladies auto-immunes. Et dans ce cas-là, il a été observé une production accrue d'auto-anticorps anti-NGF. Toutefois, les effets de ces auto-anticorps ne sont pas complètement élucidés. Il y a des controverses quant à savoir s'ils sont la cause ou la conséquence des anomalies du NGF, et donc s'ils sont bénéfiques ou néfastes. C'est seulement depuis les études cliniques chez l'homme et chez le chien à base d'anticorps neutralisants anti-NGF
qu'on a montré globalement leur effet bénéfique dans les douleurs inflammatoires tissulaires. Mais attention que le suivi des effets adverses dans différentes indications reste d'actualité. Donc sur cette diapo est résumé le principe de production d'un anticorps monoclonal, découverte qui a été récompensée par un prix Nobel pour son immense apport technique et médical. Donc en général, la création d'un anticorps monoclonal débute par l'immunisation d'une souris avec l'antigène d'intérêt. Il est possible d'utiliser d'autres espèces ou de travailler entièrement in vitro, mais c'est bien plus difficile. Une fois que la souris est au pic de sa réponse anticorps, elle est euthanasiée pour récupérer les lymphocytes B de sa rate et les placer en culture in vitro. On ajoute alors les cellules d'un myélome. Il s'agit d'une lignée de cellules tumorales qui ont une forte propension à former des syncytiomes, y compris avec les lymphocytes, et qui en plus est déficiente dans une voie de synthèse des acides nucléiques, déficiente en enzyme HGPRT, ce qui fait que ce myélome est incapable de se multiplier dans le milieu de culture qu'on utilise, dit HAT, qui requiert cette enzyme. Donc, au bout de quelques jours, il ne va plus rester dans la culture aucune des cellules initiales, mais seulement les cellules tumorales qui ont fusionné et qui s'y multiplient, et qu'on appelle hybridomes. Elles passent par une phase instable de réajustement du nombre des chromosomes pour aboutir à l'hybridome définitif. Et dans la majorité des cas, ces hybridomes sont assez stables pour pousser en culture in vitro et continuer à produire l'anticorps que le lymphocyte B produisait avant la fusion. C'est donc une astuce géniale pour obtenir des cellules immortelles productrices des anticorps que faisait la souris initialement. Attention, il y a une étape fastidieuse qui est de séparer chaque clone d'hybridome pour analyser l'anticorps qu'il produit. Puisqu'on a fusionné des millions de lymphocytes B et seulement une petite partie est spécifique de l'antigène utilisé, il faut une sélection drastique pour ne garder que la petite vingtaine d'hybridomes qui produisent les anticorps spécifiques les plus intéressants vis-à-vis de l'antigène. Donc, la qualité de l'anticorps monoclonal obtenu par ce processus dépend donc de plusieurs paramètres. Premièrement, la qualité de la réponse anticorps faite par l'animal à l'issue de l'immunisation. Il faut noter qu'il est souvent difficile d'obtenir de bons anticorps vis-à-vis d'auto-antigènes, ce qui amène parfois à travailler avec des versions artificielles de l'antigène pour améliorer la réponse. Et deuxièmement, la qualité de sélection des hybridomes en mettant en œuvre une batterie de techniques de pointe afin de bien caractériser quel est l'épitope de l'antigène qui est reconnu par chacun des anticorps monoclonaux et avec quelle affinité. Enfin, la dernière étape est l'optimisation de la culture de l'hybridome avec des enjeux de rendement, de stabilité et de plus en plus maintenant des exigences comme la classe de l'anticorps ou des modifications post-transcriptionnelles comme le degré de glycosylation. Il faut comprendre en effet que l'hybridome n'a pas tout à fait le bagage génétique initial du lymphocyte B et que cela peut influencer les mécanismes de synthèse de l'anticorps. Donc, la comparaison des anticorps obtenus par les deux procédés monoclonaux ou polyclonaux montre que chacun présente des avantages et des inconvénients selon les utilisations qui sont prévues. La création d'un anticorps monoclonal de qualité satisfaisante requiert un gros travail initial, mais cela permet ensuite une production stable à grande échelle. À part la dose initiale d'antigène nécessaire pour immuniser l'animal, le procédé ne requiert plus l'antigène ensuite, ce qui est un énorme avantage si cet antigène est difficile à obtenir. La reconnaissance de l'antigène est extrêmement bien caractérisée puisqu'elle se fait au niveau d'un épitope unique, ce qui évite grandement le risque de réaction croisée. D'un autre côté, l'obtention d'un antisérum polyclonal se fait par immunisation contrôlée d'animaux producteurs de différentes espèces.
Ils font donc à chaque fois utiliser de l'antigène et des animaux, et la production de l'eau d'anticorps homogènes à grande échelle demande des prélèvements sanguins répétés. Puisque la reconnaissance de l'antigène se fait sur l'ensemble de ces épitopes, les réactions croisées sont plus fréquentes et peuvent occasionner des effets indésirables. En revanche, les anticorps polyclonaux ont l'énorme avantage d'avoir une excellente activité biologique, ce qui n'est pas le cas de tous les anticorps monoclonaux. Comme le monoclonal n'effectue qu'une fixation unique, alors que le polyclonal crée des complexes multimoléculaires. Donc, les fonctions et la qualité des anticorps monoclonaux seront extrêmement variables d'un clone à l'autre. Voilà. Le critère ensuite est que le choix d'un monoclonal est souvent incontournable pour les utilisations in vivo pour contrer le risque de rejet. Après administration in vivo hétérospécifique, va se produire très rapidement des anticorps anti-anticorps qui sont dirigés contre les parties reconnues étrangères d'une espèce à l'autre, en particulier contre la grande région FC. Et donc ça va conduire à la fixation des anticorps administrés qui vont perdre leur efficacité et même parfois s'accompagner d'une réaction inflammatoire très néfaste. C'est ce qu'on appelle les facteurs rhumatoïdes. Donc pour contrer ça, je le détaillerai dans la diapo suivante, un grand nombre de stratégies ont été développées pour manipuler les gènes de l'hybridome, alors que c'est bien sûr impossible à partir d'un sérum polyclonal. Donc pour aller plus dans le détail, on peut remarquer qu'il est normal dans toutes les espèces, y compris le chien, de produire des anticorps contre ses propres anticorps, soit contre la partie FC, soit contre la partie FAB, puisqu'elle est beaucoup plus variable d'un individu à l'autre. En effet, la diversité des anticorps va occasionner des épitopes originaux et cela forme un réseau en fait de régulation de l'immunité. Donc, des sociétés de biotechnologie ont développé de ce fait des techniques spécialisées, souvent brevetées, pour manipuler les gènes VDJC. La figure du haut vous montre les 4 grands principes de transformation pour passer d'un anticorps monoclonal de souris, jaune, à un anticorps entre guillemets monoclonal humain, bleu, que ce soit à partir de l'hybridome obtenu chez la souris ou plus récemment directement à partir de banques génomiques sans même passer par la phase de création d'un monoclonal. Et donc la démarche est équivalente si on souhaite un anticorps caninisé ou félinisé, et ensuite on cultivera le génome intéressant, FDJ, on va l'intégrer dans une cellule pour lui faire produire l'anticorps. Et ce ne sera plus l'hybridome. Alors il existe une codification pour nommer ces anticorps chimériques ou transspéciés, avec le terme UMAB pour un anticorps humanisé ou le terme VETMAB pour un anticorps d'intérêt vétérinaire. Bien sûr, chaque procédé va présenter des avantages et des inconvénients, et cela a des répercussions importantes sur le potentiel de développement de ces nouveaux médicaments et sur la fabrication à grande échelle en réduisant les coûts. Au-delà de ces modifications qui conservent l'architecture globale d'un anticorps, il y a également de nombreuses stratégies de transformation extensive qui sont résumées sur la figure du bas. Un seul exemple, les SCFV, qui sont des petites molécules qui ne contiennent que le paratope et pas l'ensemble de l'anticorps. En effet, la question évidente est pourquoi garder le FC si on peut fabriquer des molécules réduites au seul paratope qui fixe l'antigène? En fait, la réponse dépend du mécanisme d'action en fonction de chaque situation médicale. Dans certaines situations, seul le paratope est nécessaire car le traitement repose seulement sur le fait d'antagoniser l'antigène. Alors que dans d'autres situations, le FC est nécessaire car il est le médiateur de l'activité des cellules immunocompétentes contre la cible porteuse de l'antigène, par exemple la destruction d'une cellule tumorale par une autre cellule du système immunitaire. Et un autre argument tout aussi important est la pharmacologie de ces molécules,
leur stabilité, leur diffusion, selon qu'elles sont très petites, réduites au paratope, ou qu'elles sont entières. Donc l'enjeu d'une transspéciation poussée est de réduire autant que possible l'immunogénicité résiduelle de l'anticorps lors d'une utilisation thérapeutique. La production d'anticorps contre le monoclonal risque en effet de causer un échec thérapeutique ou une réaction d'intolérance, d'autant plus si le traitement doit être répété. Même au sein d'une espèce, ce risque résiduel existe quand même toujours, car il existe des variations structurales qui se forment au moment du mécanisme de recombinaison. Donc ces problèmes d'immunogénicité résiduelle font partie de l'analyse du risque versus bénéfice de ces anticorps monoclonaux. Actuellement, en médecine humaine, comme ces anticorps sont utilisés surtout pour des maladies sévères, on considère que le risque est négligeable s'il concerne moins de 2% des patients ou tolérable s'il concerne moins de 15% des patients. Malheureusement, cela peut quand même représenter au final des milliers de patients. Un dernier type de modification de ces anticorps consiste à modifier la séquence C d'origine par des mutations ponctuelles de délétion ou de remplacement. L'objectif est alors de modifier les sites fonctionnels s'ils ne sont pas souhaitables sur la molécule en tant que médicament. Par exemple, les zones réactives avec le complément et qui entraînent de l'inflammation ou les zones d'interaction avec des récepteurs cellulaires qui sont susceptibles d'entraîner l'activation et aussi la modification de passage de barrières cellulaires. C'est ce qu'on appelle le Fc silencing. Alors il existe aussi des stratégies de modification de la glycosylation. Donc il importe de bien identifier quelle est la classe d'anticorps la plus fonctionnelle par rapport à la situation médicale et d'évaluer quels sont les mécanismes classe dépendants qui sont bénéfiques au traitement ou au contraire adverses avant d'envisager ce type de transformation. Donc pour finir cette présentation, appliquons toutes ces considérations au cas des anticorps monoclonaux vétérinaires anti-NGF. Il en existe en effet plusieurs. Celui qui a été retenu pour le développement pharmaceutique en Europe chez le chien est le Bedinvetmad. L'antigène initial est du NGF bêta de souris. L'anticorps monoclonal a été obtenu chez le rat, puis chimérisé avec les parties constantes de la chaîne lourde IgG-A et de la chaîne longère lambda de chien. Donc l'article de Gehring et collaborateurs de 2013 est le premier article qui démontre complètement que la séquence du NGF de chien est très similaire aux autres NGF, que l'anticorps monoclonal initial retenu fixe bien in vivo et in vitro le NGF canin, et que l'anticorps monoclonal vétérinarisé, caninisé, bloque bien la fixation du NGF aux deux types de récepteurs et réduit l'activité neuro-inflammatoire du NGF. En fait, dans cet article, il y a plusieurs présentations, plusieurs constructions de différentes classes d'IgG canines ont été testées, mais la plus stable, de classe IgGA, a été retenue. Il s'avère que cet isotype, en plus, a un grand avantage, c'est qu'il n'a pas de site de fixation du C1, ni de RFC aux cellules. C'est ce qui est conforme aux études qui avaient été publiées sur les 4 sous-classes d'IgG canine par Lisa Bergeron, à la fois sur le plan génomique et sur le plan fonctionnel, en les comparant aux 4 sous-classes IgG1 à IgG4 humaines. Donc, je n'ai pas beaucoup détaillé ce point précédemment, mais 2 autres enjeux pharmacologiques majeurs méritent d'être présentés. D'abord, la demi-vie relativement longue de ces anticorps, de plus d'1 semaine, aussi bien dans le sang que dans les tissus où ils diffusent à des taux comparables au sang. On sait que les anticorps des différentes classes ont des demi-vies différentes, de 2 jours pour les IgE jusqu'à plus de 3 semaines pour les IgG1, mais en fait, la demi-vie réelle d'un anticorps monoclonal dépend en grande partie de son activité. Il va disparaître d'autant plus vite qu'il forme des complexes avec l'antigène qui sont dégradés par les phagocytes. Le deuxième argument est que l'absence de passage à travers les barrières imperméables aux anticorps
et en particulier à travers les méninges vers le système nerveux central. Ceci est un point critique qui justifie à lui seul l'utilisation de la forme complète d'un anticorps et pas de forme tronquée contenant que le paratope, parce qu'elle pourrait diffuser et interférer de façon délétère au niveau cérébral avec le NGF cérébral. En revanche, les IgGA passent la barrière placentaire avec un risque potentiel pour le fœtus. Enfin, mais cela sera traité par les autres intervenants, l'ensemble des études précliniques et cliniques ont confirmé in vivo la pharmacologie et l'efficacité thérapeutique dans les douleurs chroniques induites ou spontanées du chien. Elles ont confirmé aussi l'absence d'effets adverses aux conditions d'administration en termes de dose, de voie et de fréquence. À noter que la production d'anticorps contre le médicament est envisagée d'après le RCP. Donc, pour conclure, bien que l'immunotechnologie des anticorps ait débuté il y a plusieurs décennies, leur usage était resté longtemps cantonné aux techniques in vitro, et ce sont seulement les progrès récents dans la connaissance de la structure et des progrès en biologie moléculaire qui ont apporté des perspectives considérables d'utilisation thérapeutique in vivo, y compris chez le chien. Mais comme pour tout nouveau médicament, la liste des questions à se poser reste longue pour les employer avec une efficacité suffisante, réduire le nombre de non-répondeurs et avoir les modalités d'utilisation les moins contraignantes possibles. Je vous remercie.